libération de notre village. La France a vibré avec le passage de la flamme olympique durant ces derniers mois, mais les passionnés d'histoire présents ce soir à nos côtés, avec leurs véhicules, entretiennent, eux, la flamme du souvenir. Souvenir de ceux qui, évacués à Dunkerque en juin 40, évadés de France pour rejoindre Londres, très nombreux venus des territoires d'outre-mer, d'Afrique, afin de poursuivre le combat sous les ordres du général Leclerc. Tous ces hommes engagés dans les combats depuis Koufra en mars 41, en Libye 42, en Italie en 1943, ont débarqué sur les plages de Saint-Martin de Varreville, plage du secteur d'Utah Beach, qui était l'un des secteurs de débarquement de l'armée américaine le 6 juin 1944. Qu'on se le dise, le 6 juin 1944 restera jamais gravé comme l'une des dates les plus importantes de l'histoire. Ce jour-là, pour tenter de mettre fin au pouvoir nazi qui gangrénait l'Europe depuis plusieurs années, des milliers d'hommes venus du ciel et de la mer, des tonnes de véhicules et de matériel ont déferlé sur les côtes normandes. Point d'orgue d'une opération minutieusement préparée par les forces alliées sous le commandement du général Dwight David Eisenhower. De l'autre côté de la Manche, dans une France envahie, dans une Europe ravagée et en partie soumise, les Allemands, qui ne connaissent ni le lieu ni la date d'une attaque qu'ils croient pourtant imminente, attendent. Pour eux, c'est sûr, le débarquement ne se produira pas en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais. Et surtout, pas à cette période de l'année, où les conditions météorologiques annoncées ne sont pas bonnes. Rommel l'avait pourtant prédit. C'est ici, sur la partie la plus large de la Manche, et par mauvais temps, que les Alliés débarqueront. Si au bout de 4 jours, nous n'avons pas rejeté les Alliés à la mer, ils auront réussi leur invasion. Dieu merci. Les dignitaires nazis, dans leurs insupportables sentiments de supériorité et qui pensaient savoir tout, mieux que tout le monde, ne l'ont pas pris au sérieux. Alors, pensant que son système de défense côtier est infaillible avec les bunkers et ses obstacles qui jonchent les plages, la Wehrmacht relâche son attention et découvre avec stupéfaction qu'au matin du 6 juin, des parachutistes américains et anglais ont déjà foulé le sol français. Et que des milliers de bateaux bouchent l'horizon. Là se dresse devant eux une gigantesque armada qui n'est pas venue pour faire diversion. C'est le débarquement. L'opération Overlord a été lancée la veille depuis le Royaume-Uni. Une opération militaire extraordinaire impliquant 6 939 navires, 132 000 soldats, 200 000 véhicules et 9 500 avions. Parachutant ses troupes et larguant plus de 10 000 tonnes de bombes. Au cours de la nuit, et dans ce matin froid et humide, les Alliés font leur premier pas vers la libération de la France et de l'Europe. Mais ce jour-là, ce D-Day, marque aussi le début de 3 mois d'affrontements sanglants où, en plus des soldats morts au combat, des milliers de civils sont tués, des villes sont presque entièrement rasées, devenant pour certaines des cités martyrs. Citons pour exemple Lisieux, Caen, Falaise, Vire, Saint-Lô, qui sera d'ailleurs dénommée la capitale des ruines. La liste est longue. La liberté d'un peuple a un prix. La liberté et la démocratie ne sont jamais des biens acquis. Au sein de la campagne normande et dans cette quête de liberté, des milliers de soldats alliés tombent au champ d'honneur, ou sont portés disparus au fur et à mesure qu'ils avancent et qu'ils repoussent les unités de la Wehrmacht, qui tentent tant que bien que mal de résister. Là aussi, les pertes sont lourdes. Plus de 50 000 Allemands sont tués en Normandie, 200 000 sont faits prisonniers. Rien que pour la poche de Falaise, à la fin du mois d'août 1944, sur les 100 000 Allemands pris au piège, 10 000 seront tués, 40 000 seront capturés et 50 000 parviendront à s'enfuir pour continuer le combat. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne capitule, le bilan est terrifiant. Sur notre planète meurtrie par des années de combat,
d'oppression, d'extermination et de vengeance, on dénombre plus de 60 millions de tués, dont 45 millions de civils et presque autant de blessés. Des régions, des villes, des pays sont dévastés. Le bilan pour la population française est lui aussi effroyable. 541 000 personnes ont perdu la vie. 74 et parmi elles 330 000 civils. Sur les 90 départements du pays, 74 ont été ravagés et plus de 12 millions d'habitants, principalement dans les villes, rasés par les bombardements, se retrouvent sans logement. L'addition est lourde. Alors, inutile de refaire l'histoire, mais il est indispensable de la relater de nouveau. Ce qui s'est passé durant ces longues années de guerre, durant le jour J et dans les semaines qui ont suivi avec la bataille de Normandie. Tout a été dit ou écrit par les historiens. Tout a été relaté par les témoins de l'époque, qu'ils soient militaires ou civils. Depuis les années 1950, des musées, des stèles, des cimetières exposent avec la plus grande exactitude cette page importante de l'histoire, en expliquant les faits comme ils se sont passés. À partir des témoignages recueillis depuis plusieurs décennies auprès des nombreux acteurs de cette période, auprès des soldats qui ont combattu, des civils qui l'ont vécu, mais aussi des archives consultées, nous pouvons comprendre les préparatifs avant les grandes heures du débarquement, pendant le jour J et durant la bataille de Normandie. Certaines sont heureuses, d'autres beaucoup moins. Mais toutes ces histoires se sont réellement passées il y a 80 ans. Ces commémorations, nous les dédions justement à tous ces soldats qui ont libéré l'Europe et qui nous ont inlassablement conté cette période de leur vie, lors de leur venue sur leur terre de Normandie, en Sarthe aussi. Certains sortaient tout juste de l'adolescence, l'âge de l'insouciance. Enfin, nous dédions toutes ces commémorations, particulièrement aussi à Léon Gauthier, dernier membre du commando Kiefer, débarqué, lui, le 6 juin 1944, décédé l'an passé, le 3 juillet 2023, à l'âge de 100 ans. Léon, notre Léon, on en connaît un autre, mais le Léon de la France, serviteur de la France libre de la première heure, inlassable passeur de mémoire. Léon avait fait le choix de risquer sa vie, de mourir debout, plutôt que de vivre à genoux. À 17 ans et demi, ce n'est pas donné à tout le monde. Le 1er août 1944, la colonne Leclerc met les pieds sur le sol de France, depuis les embarcations américaines. Parmi ces combattants, de nombreux républicains espagnols et plus de 500 volontaires étrangers. Leurs souvenirs perdurent avec la participation au sein de votre épopée de citoyens espagnols, belges, britanniques. Merci à vous. Merci. Vous pouvez les applaudir. Cette colonne Leclerc avance à travers le Cotentin en direction de Vitré en Ille-et-Vilaine, Château-Gontier en Mayenne, puis Le Mans. Mais elle ne va pas au Mans. Elle traverse la rivière Sarthe après l'installation d'un pont par le génie. Je vais vous relater les souvenirs de M. Georges Guiton, habitant de Coursebeu, qui avait 20 ans à l'époque, étudiant normalien. Il est en vacances chez ses parents au lieu-dit le Bois-Laurier à Coursebeu. Le Bois-Laurier, il est situé donc en direction de la route de Savigny-Évêque. Donc là, vous avez le monument aux morts. Donc c'est la première fermette sur votre gauche. Georges Guiton était aussi un passionné d'histoire, donc il a relaté de la vie quotidienne, aussi des Coursebeusiens. Et la guerre de 70, on a aussi des témoignages qui ont été lui aussi recueillis grâce à son travail. Merci à lui. Donc le 8 août, vers 17 h, on est à l'heure allemande à l'époque, en avance de 2 heures sur le soleil. Je bavarde dans la cour avec mon père et mon parrain. Soudain, une série de violentes explosions du côté de Coursebeu attire notre attention.
Très vite, les bruits deviennent plus intenses. Tout à coup, un sifflement bizarre au-dessus de nos têtes nous oblige à faire un bond en arrière. Un énorme éclat d'obus mesurant 1 mètre de longueur tombe à 30 mètres devant nous, près de la haie du chemin communal. Ce gros morceau d'acier a une telle température que les herbes sèches de la berne s'enflamment. 2 ou 3 seaux d'eau éteignent rapidement l'incendie. C'est en fait l'important dépôt de munitions que les Allemands avaient installé fin juin dans les bois de Souligné sous Ballon qui s'est mis à sauter. Donc les bois de Souligné sont situés dans cette direction. Donc on était très proches, les bois étaient plus proches de Coursebeu que de Souligné. Ce dépôt de munitions était situé à la Croix-Rouge, donc au lieu de la Croix-Rouge et la Louvrie à gauche de la route. Le lendemain 9 août, vers 19 h, un bruit nous surprend. Soudain, une immense silhouette apparaît à la porte. C'est un soldat, noir, casqué, fusil à la main, et plutôt agressif. Il nous interroge. « Boche ici ?» Je devine à sa tenue qu'il s'agit d'un éclaireur américain et je lui réponds en anglais « Non, il n'y a plus de soldats allemands ici depuis 2 ou 3 jours. » Et il poursuit à travers champs son avance prudente mais discrète. Vers 21 h, toujours à l'heure allemande, venant de Chanteloup ou de Beaufait, 2 ou 3 tanks américains, enveloppés de poussière, foncent vers Coursebeu. La nuit tombe. On perçoit encore dans le lointain des grondements sourds, ponctués de crépitements de mitrailleuses et d'explosions. Jeudi 10 août, vers 8 h du matin, cette fois, de la cour du Bois-Laurier, on entend un fort ronflement continu de moteurs. Nous descendons au monument situé au carrefour des routes de Savigné et de Chanteloup pour voir ce qui se passe. Une colonne interminable de chars et de voitures blindées venant de Savigné se dirige vers Coursebeu, soulevant un nuage de poussière. Tous ces véhicules américains sont partiellement recouverts de bâches aux couleurs vives, jaune, orange, et portent l'étoile blanche des USA. Nous apprendrons plus tard que ce dispositif permet aux avions alliés de reconnaître leur nationalité. On a pu voir tout à l'heure des avions de reconnaissance. Les soldats casqués vêtus de kaki semblent détendus. Ils nous saluent joyeusement. D'autres personnes sont venues nous rejoindre au pressoir. Le pressoir, c'est à la hauteur du monument aussi, sur la route de Savigny. Puis, la colonne s'arrête. Nous adressons quelques mots aux tankistes. Certains même en descendent et je les prends en photo. Tout cela dans une ambiance de joie et de curiosité. Tiens, un petit avion tournoie dans le ciel bleu. C'est un coucou, ou plutôt un mouchard, qui a pour mission de surveiller les environs et de repérer l'ennemi. Et maintenant, voici d'étranges petites autos sans portière, aux pare-brise inclinés sur le capot. Elles portent, elles aussi, l'étoile blanche américaine. À bord, 2 soldats à l'arrière, accrochés, la roue de secours et un bidon de 20 litres. Nous saurons quelques jours plus tard que ces voitures se nomment des Jeeps et les bidons des jerrycans. Tout un vocabulaire aussi sera amené avec ces véhicules, donc américains, français, anglais. Vers 11 h, nous sommes dans le bourg de Coursebeu. Le défilé de chars s'interrompt parfois et les soldats viennent au-devant des habitants, spectateurs nombreux et enthousiastes. Applaudissements, cris de joie, embrassades. Les GI jettent des cigarettes, du chocolat, des friandises. C'est la manne céleste. Les habitants ont pavoisé quelques étendards tricolores flottent aux maisons du bourg. Raoul Aubier, qui était le gérant du bar, avait déjà hissé hier le drapeau sur le clocher. Mais il avait fallu le descendre rapidement car 2 ou 3 traînards allemands étaient passés en fin de journée. Aujourd'hui, nos 3 couleurs flamboient vaillamment sur le clocher. 15 h, après une petite sieste, nous voici de nouveau tous au monument. Nous y retrouvons plusieurs voisins. Le défilé des blindés
qui avait cessé vers 13 h, temps du repas, a repris dans un bruit assourdissant. Les chars portent chacun un nom, celui d'une province. Bourgogne, Artois, Saintonge. Bravo, vous êtes sympas les ricains, vous faites honneur à notre cher pays. Nous leur parlons en anglais. Mais nous sommes français comme vous. Nous sommes interloqués. Et oui, nous sommes la 2e division blindée. Celle du général Leclerc. Bon sang, mais bien sûr, nous n'avons pas remarqué, peinte sur les flancs des engins, on dirait un logo maintenant, une France avec la croix de Lorraine. Et la colonne repart, cri, geste d'amitié. Vers 17 h, une dizaine de chars, 2 jeeps, 5 motos changent de direction. Cette unité prend la direction de la route de Chanteloup et aussitôt tourne à gauche dans le chemin de Bois-Laurier. Tout le monde s'installe dans la cour, dans les prés et les champs voisins. Il s'agit du 5e escadron de reconnaissance du 1er régiment de marche des pays marocains, RMSM. Ah oui, c'est pour ça que vous avez les calots rouges aujourd'hui même. Ils vont bivouaquer au Bois-Laurier jusqu'au lendemain. On a quelques photos donc, de M. Guiton au niveau du sud de Coursebeu, une photo qui a été prise le 10 août au matin à 9 h au sud de Coursebeu. Et on voit au loin aussi des militaires, on voit sur la photo des militaires regarder vers le ciel, qui regardent les avions de reconnaissance tournoyer dans le ciel. Une autre photo nous représente donc une colonne avec une Jeep et des half-track derrière, toute une colonne de half-track qui arrive de la route de Savier-l'Évêque et qui tourne en direction de Chanteloup. On voit quelques habitants présents donc, autour de ce monument qui portait à l'époque qui avait des grilles en fer forgé. Une autre photo représentative qui a été prise aussi, c'est celle qui est dans la maison que l'on voit avec la cheminée juste derrière, celle qui est en face de la route de Joué. Donc cette photo a été prise, on voit un militaire, donc, faire la circulation et un véhicule passer, donc c'est des véhicules amphibies. Donc c'est une Jeep qui permet de traverser les points d'eau, les rivières. Et je ne sais pas si vous avez pu remarquer tout à l'heure, on en avait une de présente au sein de la colonne. D'accord. Une autre photo représente donc toute une colonne de chars, donc des chars Sherman, chars américains, du 3e peloton du 4e escadron. Quand je dis chars américains, parce que c'était de conception américaine. Bon. Et il était bien de la colonne Leclerc, puisqu'il portait, le numéro de la tourelle est identifié, le numéro 63, comme étant le char baptisé Angoumois. Donc après avoir quitté Coursebeu, la colonne Leclerc s'est dirigée soit vers Mézières, on a dit tout à l'heure Chanteloup, mais Mézières, Ballon, où vous avez connu des accrochages, que ce soit sur Mézières comme sur Ballon, avec malheureusement à déplorer un certain nombre de morts, je crois plus de 6. Ensuite, une vitesse éclair, vous avez pu libérer Alençon, à tel point que vous avez surpris les Allemands, puisque ça a été une libération de nuit, grâce à l'attaque qualifiée à outrance, donc pratiquée par le général Leclerc. Le général Leclerc avait pour mission ensuite de fermer la poche de falaise avec les terribles combats connus dans le secteur de la forêt d'Écouves. Ensuite, à la demande du général de Gaulle, l'ordre est donné à Leclerc de marcher sur Paris le 22 août 1944. Paris est libéré les 24 et 25 août 1944 et le général Leclerc reçoit la reddition du gouverneur allemand, gouverneur de Paris, von Soltitz. Les Champs-Élysées sont ensuite descendus en présence du général de Gaulle qui prononcera sa célèbre phrase « Paris outragé, Paris brisé, Paris
martyrisé, mais Paris libéré. La deuxième DB traverse ensuite les Vosges et libère Strasbourg, qui était l'objectif ultime du serment de Couffra de 1941. Ce serment est le suivant: jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Le 4 mai 1945, un détachement de la 2e DB arrive à Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler, et participe ensuite à la libération et aux cérémonies de commémoration de la fin de la guerre du 8 mai 1945. Malheureusement, 1658 soldats de cette colonne Leclerc seront morts pour la France entre 1940 et 1946, ainsi que 5277 blessés du 4 août 1944, les premiers combats sur le territoire métropolitain, au 8 mai 1945. La division Leclerc revient en France à partir du 23 mai 1945. Elle défile le 18 juin à Paris, ouvrant le passage des unités motorisées. Leclerc en tête dans son char Sherman, nommé Tailly. Le 22 juin, la division défile à nouveau devant Leclerc, qui part rejoindre l'Indochine française. Dans les autres moments à souvenir aussi, nous avions dans le secteur, donc c'est un village que je connais bien, c'est Saint-Corneille, le village où je suis né, à 10 km d'ici, nous avions, il était nommé cimetière de Saint-Corneille, mais il était sur le territoire de Saint-Marc-la-Brière. Donc nous avions de chaque côté de la route un cimetière allemand et un cimetière américain. Et dans ce cimetière américain, on y retrouvait aussi des aviateurs anglais, néo-zélandais, australiens, canadiens, ainsi que des résistants français. Une quinzaine d'hommes de la 2e DB y seront aussi provisoirement enterrés. Le 8 août 1946, une grande cérémonie se déroula dans ce cimetière, en même temps que celle rendant hommage au premier vol de Wilbur Wright en Europe. Après la guerre, la majorité des corps américains seront exhumés et transférés vers le cimetière militaire américain de St. James, dans la Manche. Le reste des corps sera rapatrié aux États-Unis. En 1948, il ne restait plus de tombes américaines dans ce cimetière. De l'autre côté de la route seront enterrés plusieurs centaines d'Allemands à la suite des combats menés dans la région du Mans. Entre le 17 avril et le 3 mai 1961, le service pour l'entretien des sépultures allemandes exhumera 344 corps allemands, ainsi que 2 Allemands enterrés dans le cimetière de Saint-Marc-la-Brière. Ces 2 Allemands avaient été tués sur la route de Saint-Calais. Donc, ces 356 Allemands, et donc la plupart des dépouilles ont été transférées vers le cimetière allemand de Mont-de-Luynes, à côté du Mont-Saint-Michel. Je voulais vous remercier, mon frère Édouard, parce qu'on a appris à se connaître depuis 1 an et demi qu'on échange. Le plaisir d'avoir pu accueillir ce bivouac de cette colonne Leclerc, parce que ne s'était pas gagné, on a échangé, mais parce qu'en fait, normalement, c'était pour l'inauguration des bornes de la Liberté, donc des bornes de la colonne Leclerc. Alors, il faut bien faire le distinguo entre les bornes de la Liberté, qui sont les bornes de l'armée du général Patton, et il va falloir faire la différence, parce qu'en fait, on aura les bornes de la colonne Leclerc, de la 2e DB. Donc, certaines bornes ont été inaugurées aujourd'hui même, donc à Souligné-sous-Vallon, ainsi qu'à Ballon. Et on espère continuer donc l'année prochaine, c'est qu'on fasse une cérémonie commune. Et je te remercie, Eric, avec la Guerche, pour qu'on puisse à nouveau vous recevoir. Avec plaisir, on fera tout pour vous recevoir le mieux, parce que je crois que c'est un bel événement et c'est le minimum que l'on vous doive, parce que vous continuez
Et je tiens à dire aussi que ce sont des bénévoles qui consacrent du temps, de l'argent personnel pour entretenir tous ces véhicules, les tenues. Et il faut trouver, même si les hébergements, c'est du bivouac, ils sont solides, ils nous font. Mais non, c'est un coût quand même, parce que c'est des véhicules qui peuvent représenter 25 litres, 75 litres au 100 km/h. Donc ça consomme énormément. Donc n'hésitez pas à les aider, à les épauler par un petit geste, par un petit don. Ça sera le bienvenu. Bravo. Bravo à vous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, merci de nous recevoir déjà à Courcebeux. Le périple débuté le 4 août, des plages normandes à Utah Beach. On a décollé le dimanche en fin d'après-midi à 16 h après une belle journée de commémoration dans les dunes juste derrière la plage, là même où le général Leclerc a débarqué. Nous avons traversé plusieurs départements, la Manche pour commencer, et dans chacun des villages où la 2e DB est passée, nous avons pris du temps pour pouvoir nous recueillir, soit sur les monuments sur lesquels on vient inscrire les noms de ces hommes qui sont morts pour notre liberté, soit sur les tombes des soldats qui sont enterrés, pour que leurs noms ne soient pas oubliés. Il est important aujourd'hui de pouvoir transmettre ce souvenir. Dans tout ce que vous avez pu relater, vous avez beaucoup parlé de la petite histoire de l'histoire. Et c'est en apprenant, en transmettant à vos enfants cette petite histoire, cette histoire locale de vos familles, de vos parents, de vos aïeux, de vos tantes, de vos oncles, que vous allez pouvoir les intéresser et que ces plus jeunes générations vont à leur tour avoir la fibre patriotique et vont pouvoir continuer à répandre cette histoire comme une traînée de poudre. Et c'est primordial. On est cette année très sollicité. On parle du 80e anniversaire de la Libération. On a eu de belles commémorations au mois de juin et c'est très bien. Il faut parler des soldats américains, des soldats anglais, canadiens, tous ces alliés qui se sont battus pour notre liberté. Mais il ne faut pas oublier que pendant ces combats de la Libération, des Français ont pris une part importante de la libération du pays. Ces commandos qui ont débarqué comme Léon Gauthier le 6 juin sur les plages anglaises avant d'aller libérer le casino de Ouistreham. Ces parachutistes français, SAS, qui ont été parachutés la veille du débarquement en Bretagne et dont on parle très peu, qui étaient là pour ralentir les convois allemands pour éviter que les renforts montent trop vite en Normandie. Et enfin, cette première grosse division qui arrive en France, à la grande surprise des Français. Des chars américains, des uniformes américains, ils étaient habitués à en voir. Et là, pour la première fois, ils voient des véhicules qui portent les noms de leur province, qui portent des noms de femmes, qui portent des noms de grandes batailles, et qui, quelque part, redorent le blason, lavent l'affront de la défaite de 1940. Et tous ces hommes qui se sont engagés, qui ont tout lâché au péril de leur vie, se retrouvent enfin sur le sol de France. Ils vont pendant ces premiers jours faire une ruée, tout d'abord pour se regrouper à l'ouest de la Manche, puis rapidement une contre-offensive allemande menaçant les unités américaines sur Mortain nécessite que la 2e DB parte plein sud. Elle arrive dans le secteur de Saint-James où nous étions il y a un petit peu plus de 24 heures. Contre-offensive arrêtée, ils ont ordre de se rendre au plus vite au nord du Mans pour attaquer plein nord la 7e armée allemande. Ils arrivent ici pour les unités les plus avancées, juste au sud de Courcebeux, à la veille des combats meurtriers dont ils subiront les foudres, puisqu'en traversant Courcebeux demain matin, il y a 80 ans, et bifurquant vers Mézières-sur-Pontoin, les unités du sous-groupement Maingenais vont rencontrer une forte résistance allemande au sud de Mézières-sur-Pontoin, au lieu-dit les Sablons. Quasiment toute la journée, ces unités vont se battre, à tel point que les lignes de progression qui étaient sur Ballon et Souligné vont devoir envoyer des renforts par le nord de Mézières. C'est dire si ce secteur sartois est un terreau
français du souvenir. Donc, encore un grand merci pour l'accueil que vous nous réservez. Effectivement, j'espère que ce n'est qu'un début, que ce n'est qu'un au revoir. Et en tout cas, félicitations pour votre démarche. Merci.